Ici, dans le Devon, dans la paisible vallée de la Tamar, se trouve un port qui grouillait autrefois d'activité. Les fermiers de la région fournissaient en produits frais les villes britanniques en pleine expansion. Des jonquilles pour Londres. Alors que, sous terre, les mineurs extrayaient du cuivre et des minerais précieux. Feu! Les archéologues Alex Langlands et Peter Ginn et l'historienne Ruth Goodman ont décidé de vivre une année complète comme les fermiers de l'époque édouardienne. Regarde-les, comme ils sont mignons. Ils vont se familiariser avec l'agriculture qui a permis autrefois aux Devon de s'enrichir. On a une prise! Doucement. Le mois dernier, l'équipe s'est lancée dans la production de produits laitiers, une spécialité du comté. Le goût est différent, non? Nous, on aime bien. Nos apprentis fermiers ont fait de nouvelles plantations et essayé de tirer profit de l'activité touristique en plein essor dans la région. Nous sommes au mois de juin. C'est le mois de l'année pendant lequel les fermiers mènent paître leurs troupeaux de moutons dans le Dartmoor. Allez, hop! Viens là! Notre équipe va explorer un paysage resté sauvage. Je dois dire qu'avec ce beau temps, c'est la corvée la plus agréable de ma journée. Ils vont aussi apprendre à tirer profit de l'industrie de la laine, autrefois florissante. En fait, c'est une tâche vraiment éprouvante. Et de vieux amis viennent leur rendre visite. Enfin, les voilà. Oh, les voilà! C'est fantastique. Mon Dieu, ils ne manquent pas d'allure. À l'époque édouardienne, l'arrivée de l'été est synonyme de nouveaux défis à relever. C'est en effet en juin que débute l'exploitation de la laine, l'une des productions agricoles traditionnelles du Devon. Mais les fermiers doivent également profiter de la sécheresse pour récolter le fourrage qui nourrira le bétail tout l'hiver. Traditionnellement, on aurait fait du foin avec toute cette herbe grasse. Mais cette année, nous allons expérimenter une nouvelle technique, radicale pour l'époque édouardienne. Les progrès techniques de l'agriculture amènent le gouvernement de l'époque à recommander l'utilisation de l'ensilage, méthode visant à priver l'herbe fraîchement coupée d'oxygène et à maintenir ainsi sa teneur en eau et en substances nutritives vitales. De nos jours, on associe tout de suite l'ensilage avec une agriculture très moderne, c'est-à-dire avec stockage et conservation des bottes de fourrage sous des bâches de polyéthylène. Mais il est dit ici qu'en fait, cette technique a été adoptée pour la première fois en 1888. Et le Conseil Agriculture et Pêche de l'époque encourageait déjà activement son utilisation, pour la simple raison que l'ensilage fournissait au bétail l'apport en énergie nécessaire durant les mois d'hiver. Pour faire de l'ensilage, l'équipe doit ramasser toute l'herbe coupée avant qu'elle ne se dessèche. Je n'aurais jamais cru me retrouver un jour dans un champ en train d'empêcher l'herbe de se dessécher. Oui. Parfait. Ça fonctionne à merveille. Vous voyez, l'herbe est encore verte. Elle sent le gazon fraîchement tondu. C'est l'odeur de la fermentation? Oui, et c'est exactement ce que nous recherchons. Pour préserver la fraîcheur de l'herbe, Alex et Peter devront construire un conteneur opaque comme les bâches d'ensilage d'aujourd'hui. La construction d'un tel conteneur permet principalement d'empêcher l'oxygène d'entrer en contact avec cette matière organique. Si on l'avait laissé à l'air libre, l'herbe aurait commencé à pourrir. Ces tapis de paille vont servir uniquement à empêcher la terre, avec laquelle on recouvrira ensuite le tout, de se mêler à l'herbe. Parce que ça risquerait d'attirer les bactéries, du genre Listeria. Voilà, on y est presque. Il n'y a plus qu'à poser le toit. Ça te va comme ça? Ça me va. Mais c'était l'étape la plus facile. Vite fait, bien fait. Oui, c'était l'étape la plus facile. Ouais.
Pour empêcher l'oxygène d'entrer en contact avec l'herbe, Alex et Peter doivent maintenant recouvrir le tout avec de la terre. Grâce à cette méthode, le foin devrait être comestible de nombreuses années. Voilà, ça y est. Avec la terre, plus d'oxydation possible. Opération terminée. Ouais, nous avons notre stock de nourriture qui devrait subvenir aux besoins du bétail tout cet hiver. L'équipe profite du climat tempéré de la vallée de la Tamar. Les champs d'avoine et de pommes de terre prospèrent. La récolte sera exceptionnelle. Ces pousses sont superbes. Mais pour les brebis, le temps n'est pas idéal. Avec ce beau temps, les mouches sont au rendez-vous. Oui, les moutons souffrent de ces fameuses mouches à viande. Celles-ci pondent leurs œufs à l'arrière-train de l'animal. Puis les larves rongent leur toison et parfois même leur chair. La toison est détruite et l'animal évidemment traumatisé, au point d'en perdre l'appétit. Les brebis peuvent même en mourir. Dans le pire des cas, ça les achève. Alex et Peter mènent leurs moutons sur les hauteurs pour échapper aux mouches attirées dans la vallée par la chaleur et l'humidité. Traditionnellement, les fermiers conduisaient leurs troupeaux non loin d'ici sur les grandes étendues de landes du Dartmoor. C'est fascinant de se dire que chaque été, les fermiers menaient paître leurs moutons sur ces hauts plateaux. Ce serait intéressant d'y faire un tour pour explorer les lieux, non ? À près de 600 mètres d'altitude et sur une superficie de 900 km², les landes arides du Dartmoor forment un contraste saisissant avec les vallées verdoyantes du Devon. Autour de Dartmoor, la région est sauvage et recouverte de marais moussus, de tourbes et d'amas de roches granitiques. On y pratique donc un élevage adapté aux contraintes imposées par le lieu. À l'époque, la région était couverte de forêts. À partir du XVIe siècle, les fermiers ont entrepris de les convertir en pâturage pour le bétail. Les paysages de Dartmoor sont fantastiques et romantiques. Ça va être une expérience vraiment unique de faire de l'élevage dans la région avec les moyens de l'époque. Peux-tu t'occuper de la ferme pendant notre absence? Bien sûr, pas de problème. Généralement, à la saison des pâturages, les femmes restaient à la ferme pour s'en occuper. Nous y voilà. À nous, Ruth. Les pommes de terre doivent être impérativement traitées pour prévenir l'apparition du mildiou. Mais tu n'as encore jamais utilisé cet engin? Non, mais on va se débrouiller. Pour faire prospérer la ferme, les femmes et les hommes se relayaient dans les différentes activités. Je n'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé pendant la Première Guerre mondiale si les femmes n'avaient pas déjà pris l'habitude d'endosser toutes sortes de responsabilités traditionnellement attribuées aux hommes. La Grande-Bretagne se serait effondrée. Quand les hommes s'en vont, les femmes s'en sortent très bien sans eux. Pour l'expédition d'Alex et Peter, Ruth a préparé en vitesse quelques provisions, dont des biscuits et une boisson autrefois populaire, le mahogany. D'abord, on presse un citron, on découpe le zeste en petits morceaux, puis on remplit la bouteille d'un mélange de rhum et de cognac. Et pour adoucir le tout, on ajoute une bonne cuillerée de sucre. Lorsque tu es là-haut sur la lande, tu te sers un petit verre de mahogany, tu y ajoutes de l'eau bouillante et ça te fait une bonne boisson chaude. Un genre de grog. Ça sent bon. Voici vos provisions. Surtout, ne mourrez pas de faim. De quoi faire un vrai festin. On se revoit dans quelques jours. Bon courage, Ruth. Amusez-vous bien. À plus. Dans quelques jours, Ruth rejoindra Alex et Peter au Dartmoor. Pareil pour attaquer les landes de Dartmoor? J'adore cet endroit. Dartmoor se trouve à près de 8 km de Marvelham Quay. Bon, on est bientôt arrivé. Je suis tenté par cette bouteille depuis tout à l'heure.
Alex et Peter vont visiter une ferme typique située dans le fond de la lande, une ferme qui a connu plusieurs siècles d'élevage. Cet endroit valait vraiment le détour. Un lieu fascinant. C'est génial. Une ferme typique de Dartmoor. Cette ferme a vu passer de nombreuses générations de fermiers. C'est assez unique. D'ailleurs, on distingue bien les différentes périodes de construction. Oui. Et regarde, on reconnaît même les différentes dépendances d'une ferme de l'époque. L'écurie là-bas au bout. Il manque la cheminée, mais les gens le jettent bien de ce côté-ci. Ici, ça doit être l'étable. Et il y a même de la fougère, tu vois? La fougère qu'ils utilisent pour la litière. Regarde ces pierres au niveau de l'encadrement de la porte. Cette entrée doit avoir au moins 500 ans. Waouh! Regarde ça! Ce pressoir à cidre est énorme. On a le grenier à pommes, le bac à réception des déchets, la roue d'engrenage. Cette ferme est dans le même état qu'elle l'était il y a 100 ans. C'est incroyable. Tiens, et des tonneaux de cidre millésimés. Pas mal. Extraordinaire. Ouais. La ferme appartient à Colin Pierce, un éleveur de moutons passionné par les traditions. Traditions qu'il tente de préserver. Voici une des races de moutons les plus anciennes d'Angleterre. Les moutons de Colin sont intimement liés au Dartmoor. La laine de cette très vieille race a joué un rôle capital dans l'économie de la région. Quand on pense à la Grande-Bretagne, on a tendance à oublier que cette nation s'est construite autour du commerce de la laine. C'est vrai. Grâce à lui, on a construit des églises et des ponts. Des noms comme le pont de laine remontent à cette époque. La culture, l'économie, la prospérité, tout ça, c'est grâce à la laine. Et bien sûr, la laine payait le loyer de ses fermettes. Le jour de la tonte était un jour béni, parce qu'on avait attendu 12 mois pour que la toison soit prête. Eh bien, on a hâte de vous donner un coup de main. Et tant qu'on y est, on va s'amuser un peu. T'entends quoi par là, faire un concours? C'est ça, t'as trouvé. Contrairement aux apparences, j'ai pas des avant-bras très musclés. J'aimerais mieux tomber dans l'équipe des tondeurs les plus expérimentés. Afin d'apprendre à Alex et à Peter l'art de tondre au ciseau, Colin a invité le champion de la spécialité, George Mudge. Il est accompagné de son fils. C'est souvent une affaire de famille. Mon père était assez doué, et tous ses frères aussi. C'est sûr. Et maintenant, Andrew aussi, bien sûr. Voilà mon mouton, c'est parti. Les tondeurs au ciseau de l'époque allaient de ferme en ferme et tondaient un mouton en moins de 5 minutes. Il faut être très prudent Je vois. pour ne pas les blesser. Il faut vraiment connaître les contours du corps de la bête. Absolument. Les lames de ces ciseaux font 15 cm de long. On peut même se couper. C'est sûr, on a vite fait de se couper le doigt. Et la bête se laisse faire. Elle n'est pas trop stressée. Non, pas du tout. Généralement, quand il commence à faire très chaud, les moutons sont vraiment contents d'être débarrassés de leur laine. D'accord. Et donc là, vous coupez la laine de façon à retirer la toison en une seule pièce, c'est ça? C'est un peu comme quand on se rase, il faut avoir la peau bien tendue. En fait, on passe le rasoir en suivant les contours du visage? Effectivement. Lorsque tu tonds, ce que tu dois faire, c'est être très vigilant pour éviter au maximum d'entailler la peau. La toison doit rester entière. La tonte au ciseau se pratique encore beaucoup dans le monde? Dans des pays comme l'Afrique du Sud, 65% des moutons sont toujours tondus au ciseau. Leurs tondeurs sont les meilleurs au monde. Vraiment? Les hommes sont payés à l'unité, comme partout ailleurs, donc plus ils tondent, plus ça rapporte. Ça motive. Et vous savez, personne n'a envie d'être le dernier, quel que soit son pays d'origine. Voilà tout. Terminé. Il est parti. Sauf que c'est vraiment un tout nouvel animal. Il a rapetissé de moitié. Il est surtout méconnaissable. Ouais. Et le tout a duré quoi? 5 minutes? Oui, je crois, ça doit être à peu près ça. Vous en feriez à peu près combien en une journée? Quelqu'un maniant bien les ciseaux arriverait à tondre environ 50 moutons par jour. Quand même. 50 moutons, c'est déjà pas mal. Je pense que 5 serait mon maximum. C'est une vraie boutique de barbier. Ils font tous la queue. Ce mouton t'a à l'œil, Peter. On devrait leur donner des magazines à lire.
bas, dans la vallée, Ruth est restée à la ferme pour s'assurer que les cultures de pommes de terre ne soient pas contaminées par le mildiou. Alors, on a de l'eau de chaux et du sulfate de cuivre. Ruth s'est référée aux recommandations gouvernementales de l'époque pour préparer un fongicide, la bouillie bordelaise. Cette substance aurait été découverte par un viticulteur français, complètement par hasard. En fait, un chemin longeait ces vignes et les gens qui passaient par là se servaient sans arrêt. Au bout d'un moment, il en a eu tellement marre qu'il s'est dit « Je vais trouver un truc vraiment infect à mettre sur les grappes. Comme ça, ils ne les mangeront plus. » Sur ce, il a dû probablement prendre le premier truc qui lui tombait sous la main et en a mis sur la rangée. Non seulement il a arrêté de se faire piquer son raisin, mais il a aussi remarqué que cette rangée était la seule à ne pas avoir été touchée par le mildiou. Après une vague de famine dévastatrice au milieu du 19e siècle, la découverte de la bouillie bordelaise a révolutionné l'agriculture. Une grande quantité de cultures sont atteintes par le mildiou et par des champignons, en particulier les pommes de terre et les tomates. L'épidémie se répand par des petits spores portés par le vent. Il suffit qu'elle touche à peine une plante pour qu'en un rien de temps, elle en contamine la culture tout entière. À l'époque, il était donc crucial de prévenir l'apparition de mildiou. Ruth va traiter les pommes de terre avec de la bouillie bordelaise, un mélange à base d'eau de chaux et de sulfate de cuivre. Ça devrait faire l'affaire. C'est une tâche plutôt féminine, non? Bizarrement, ça me rappelle qu'en petite fille, je lavais mes poupées. Je suis étonnée que cet engin fonctionne encore. Enfin, jusqu'à ce que le réservoir ne soit vide. Désolé. Taille par petits coups. À la ferme, c'est au tour d'Alex et Peter de tondre. Et ils sont d'humeur compétitive. Je rêve ou tu nous fais une chorégraphie, là? Rendors-toi, Alex. Tu ferais mieux de te concentrer. Je vous prépare un petit spectacle. En fait, c'est pas vraiment évident. En plus, la bête sent que je suis stressé. Il faut savoir prendre l'animal. Pas facile quand tu tombes sur l'animal le plus nerveux de tous. Tu t'en sors très bien. Et ton mouton se laisse faire, ce qui est assez surprenant. Il doit se sentir en sécurité. Il reste encore un peu de laine. Même plus qu'un peu. Voilà, c'est fait. C'est fait. Touchons du bois. Peter a tondu son mouton en 20 minutes. Alex, Oui? t'as mis combien de temps, toi? Attends, je veux rester concentré jusqu'au bout. Et on se relève. Le voilà reparti. Merci pour votre soutien. Très bon boulot, Alex. Bravo. Ce mouton m'a achevé. Les tondeurs sont évalués sur leur rapidité, mais aussi sur la qualité de la toison. J'étais rapide, mais c'est pas très beau. C'est censé être une toison, Peter, pas un puzzle. Je ne pense pas que celle-ci fasse sensation devant ta cheminée. Je crois qu'on devrait laisser faire les pros. On retente quand même notre chance? Ouais. Pendant que Peter et Alex poursuivent la tonte, Ruth prépare du fromage. Une activité qui garantissait un revenu décent à un fermier édouardien. Durant la période édouardienne, les petits producteurs ont été soumis à d'importants changements. Pendant plusieurs siècles, des fermettes qui ne produisaient dans leur minuscule petite cuisine qu'une quantité réduite de fromage pouvaient malgré tout le commercialiser sur les marchés. À la fin de cette période, la quasi-totalité des fromages rustiques peu connus ont disparu.
toute l'attention s'est tournée vers la production de masse d'un fromage standard. Ou du moins, ce sont les seules choses qui se vendent encore. Afin d'encourager la standardisation de la production fromagère, le gouvernement recommande des préparations spécifiques. J'ai prévu de faire ce fromage. Le fromage moelleux numéro 2. Un nom très glamour. C'est une variété anglaise qui est très prisée durant les mois d'hiver. Et on peut le manger le lendemain de sa préparation. J'ai fait chauffer le lait sur le poêle. Je dois obtenir une température entre 34 et 35 degrés, ce qui serait tellement plus simple si j'avais un thermomètre. Et puisque je n'en ai pas, je trempe simplement mon doigt dans le lait. En somme, je veux qu'il soit un petit peu plus chaud que la température du corps, c'est-à-dire chaud, mais pas brûlant. Ensuite, je vais transformer le lait en crème et en petit lait à l'aide de ce truc appelé présure. Je vais devoir bien répartir cette toute petite quantité de présure. Pour obtenir la texture finale du fromage, il est aussi essentiel de bien remuer. Parce que si on ne remue pas à ce stade, le gras, ou plutôt la crème, pourrait cailler. Et on va bientôt voir apparaître une partie plus épaisse et crémeuse. C'est incroyablement relaxant de faire du fromage. Par contre, si on est sur les nerfs, c'est raté. Ruth doit attendre 4 heures pour que le fromage soit prêt, le temps que la crème se fige entièrement. C'est ce que je voulais obtenir. Ce que je dois faire, c'est prendre les parties les plus compactes de la crème. Mais elles sont difficiles à attraper car elles ont encore cette consistance gélatineuse du flan. Je plonge ma cuillère à travers cette belle surface lisse pour attraper une part de flan. Regardez-moi ça. Et hop, dans le moule. On dirait qu'elles sont vivantes. Le petit lait s'écoule lentement dans les seaux placés sous le moule. Une fois que le fromage sera égoutté, cette grosse masse crémeuse va venir petit à petit s'affaisser. C'est tellement dépaysant. Au Dartmoor, la dure journée de tonte s'achève enfin. Encore quelques bêtes et le travail sera terminé. Allez, petit gars. Merci beaucoup, Georges. C'était une journée très instructive. Pour passer la soirée, Colin a apporté un jeu de quilles traditionnel de cette région de Grande-Bretagne. J'aimerais lever mon verre à l'équipe et à son excellent travail. Merci d'avoir si bien pris soin de mes moutons. C'était une super journée. Santé, les gars. Santé. Santé. Oh, oh, touché. Oh non! Je pense que je ferais mieux de m'en tenir à la tonte. Bien joué. Excellent. Ouais. Tandis qu'Alex et Peter se familiarisent avec la vie dans le Dartmoor, un peu plus bas dans la vallée, Ruth s'est levée de bonne heure pour s'occuper de ses fromages. Ouh là là, ne t'effondre pas, sois gentil, ne t'effondre pas. Ne t'effondre surtout pas. Un tout beau, tout bon fromage. Oh non, ne sois pas raté. Sois indulgent avec moi et mon impatience. Voilà, la grosse difficulté pour faire du fromage, c'est qu'il faut être très précis. Je ne devrais donc pas être surprise du résultat de cette première tentative. Un fromage en forme de pâté, pour ne pas dire complètement difforme. Nous sommes à la mi-juin. La tonte des moutons bat son plein sur les plateaux du Dartmoor. Le moment est bientôt venu pour les éleveurs édouardiens de récolter les bénéfices de leur précieuse toison.
La laine doit être transportée jusqu'au moulin. Ruth rejoint Alex et Peter pour les aider. Enfin, je vous trouve. Voilà toute la laine. Superbe, avec des anglaises et tout. Elle est un peu poussiéreuse et sale. L'hiver a dû être rude. Vous croyez qu'on devrait d'abord les laver avant de les emmener au moulin? Le problème, c'est que si on les lave, elles risquent de peser plus lourd, non? Ouais. Mais si tu ne te débarrasses pas de toute la graisse, Et de toute la saleté. du coup, ça reviendra au même. Oui, mais si la laine est trop sale, on la vendra moins cher. Ça, c'est vrai. Avant, on était beaucoup plus exigeant sur la qualité de la laine. Une peau avait beaucoup plus de valeur. Effectivement. Les éleveurs faisaient ce qu'on leur disait de faire. Et puisqu'on leur demandait de laver la laine, l'idéal c'était bien sûr d'avoir un ruisseau à proximité. Il faut que je me fasse à l'idée de mouiller mes jupons. Attention à bien garder toute la laine entre tes mains pour ne pas en perdre. Oui, c'est vrai, elle se détache facilement. Et oh, reviens toi là. Fais tourner la laine comme les femmes qui lavaient leur linge. D'accord, je continue à remuer. Tiens, un machin noir. Une ronce. Finalement, j'ai de la chance de devoir me mouiller les pieds. Il fait si beau. Pas étonnant que les moutons soient contents d'en être débarrassés. Ça leur irrite le dos. Oui, C'est pour ça que les animaux se roulent souvent par terre. C'est pour se gratter le dos un bon coup. exactement. Ces plaies leur font encore mal. Qu'est-ce qu'on se sent bien, tout est calme. Seul le ruisseau chante. Une vie dans la paix et la sérénité. Je pense que ça forgeait le caractère des gens. Très bien. Où veux-tu mettre la laine? Quelque part dans un endroit ensoleillé. Je suis heureuse comme une gamine en vacances. Sur les hauteurs du Dartmoor se trouvent de larges étendues de landes où les fermiers de la région font paître leur bétail en toute liberté. Allez, hop! C'est ça, allez, hop! Avec l'aide de leurs chiens, les fermiers déplaçaient souvent leurs troupeaux sur de longues distances. Allez, hop, hop! Alex et Peter sont curieux de découvrir comment fonctionne la relation entre un berger et ses chiens. Ils sont venus observer le travail de Kenny Watson, berger depuis toujours, et de ses deux border collies, Wag et Roy. Assis. Comment leur faites-vous comprendre d'aller à gauche ou à droite? Ils ont leur côté, comme on dit ici. Ils reconnaissent les ordres. Vous voyez, comme la droite, c'est droit. Et bien sûr, ça n'est pas votre droite, mais la leur. Toujours. Et si vous voulez qu'ils aillent à gauche, venez, venez, venez. Et voilà qui s'en va et qui part à gauche. Le réflexe qu'il faut avoir ici, c'est de regarder toujours au loin. Il arrive que des moutons s'éloignent du troupeau pendant votre absence et que les chiens ne s'en aperçoivent pas forcément. Ils ont le dos tourné. Allez, encore! Ouais. Encore! Et là, ils vont chercher les moutons restants. Oui, ils comprennent qu'ils doivent y retourner. Je suis curieux de voir comment vous allez vous débrouiller pour faire entrer les moutons dans cet enclos. Je vais faire de mon mieux. Ok. Par ici. Hey, hop! Attends! Attends! C'est un vrai travail de précision. Oui, vraiment. C'est fou, ces chiens de berger sont une véritable main-d'œuvre. Doucement! Et hop! Il est un peu batailleur, celui-là. Ouais. Plus qu'un, il comptait bon. Couchez! Couchez! Impressionnant. C'est quoi votre secret, s'il y en a un? Mon plus gros atout, c'est d'être d'abord un fermier. Je sais comment prendre les moutons, diriger les chiens comme il faut et au bon moment. Les chiens, ça les amuse de faire ça? Ils sont toujours contents de travailler. Ah oui? Oui, ils sont toujours contents. Pour moi, un chien vaut 10 hommes. Il connaît les lieux, les moutons. Mes chiens réagissent au quart de tour. Je ne pourrais absolument pas m'en passer.
Les peaux sont rincées, séchées et prêtes à être amenées au moulin. Même sèches, les toisons sont drôlement lourdes. Elles pèsent encore lourd, sûrement à cause de la graisse que tu n'as pas pu enlever. Et aussi parce que les poils sont très longs. On arrive au bout. Quel travail! C'est un sacré boulot, oui, mais la récompense n'est plus très loin pour cet or blanc de Dartmoor et ses précieuses toisons. Je vais veiller à ce qu'il n'arrive rien à ces peaux, c'est promis. Fais déjà attention à ce que les sacs ne tombent pas. Bon courage, Rousse. À plus tard. Merci, à bientôt. Ruth doit livrer à Peter Fisher les peaux au moulin de Cold Harbor. Bonjour. Bonjour, Ruth. Je suis enchanté. Moi aussi, quel endroit superbe. T'as trouvé facilement? Oh, j'ai eu qu'à suivre cette immense cheminée. Au début des années 1900, l'entreprise Fox Brothers & Co. s'est installée au moulin de Cold Harbor, aujourd'hui transformé en musée. La société était mondialement connue pour la commercialisation de ses produits à base de laine, comme les guêtres pour les soldats. Le moulin produisait donc ces guêtres en laine? Tout à fait. Tous les régiments britanniques les ont portés, comme ceux des pays du Commonwealth et de l'Empire. Et même un peu plus tard, les Allemands. Vraiment? Oui. La laine du Devon. Je trouve qu'elle est assez jolie. De la laine du Devon dans le monde entier. Les imposantes machines qui transformaient la toison des moutons en laine de haute qualité étaient actionnées par l'eau du moulin. Tiens, Ruth, voilà ta laine qui entre dans la trémie. Super. La laine passe d'abord au cardage afin d'éliminer toutes les saletés et de démêler les fibres. La laine est happée progressivement par la machine. D'accord. Et ensuite, elle passe d'un rouleau à un autre. La laine est peignée à chaque fois de rouleau en rouleau. Elle est peignée toujours plus en profondeur. Ça permet de démêler complètement les fibres. Les saletés peuvent s'échapper et les fibres deviennent duveteuses. Regarde, on voit la laine sortir au bout de la machine. Absolument. Elle semble si différente. La laine fait petit à petit son chemin jusqu'à l'autre bout. Ouais. Avant, elle était toute emmêlée et rêche. Maintenant, elle est toute fine et moelleuse. Après avoir été cardée, la laine bien étirée fait 8 fois sa longueur d'origine. C'est en passant à travers ces rouleaux qu'elle devient aussi longue. La laine subit également une torsion. Exactement. Et c'est à ce stade qu'on obtient ce fil moelleux. C'est ça, on appelle ça le défeutrage. Maintenant, elle passe dans une autre machine? Oui, elle est prête à être filée. Le processus de filature consiste à tordre et à étirer la laine pour créer un fil plus fin. Ces fils tout poilus sortent de la seconde machine? Oui, le défeutrage se fait là-haut, avec l'étirement entre les rouleaux. Mais ils sont bien plus étirés dans la seconde machine. Ah d'accord, ces rouleaux tournent beaucoup plus vite. Et toutes ces choses, toutes ces courroies sont actionnées par la seule force de l'eau. C'est incroyable. Oui, toute la puissance vient de là. Ces courroies et ces rouleaux font un sacré bruit. Ça clignote de partout. Cette laine a déjà été filée, mais à ce stade, elle n'est pas encore utilisable. Car lorsque je relâche la tension en tirant sur la bobine, les fils rétrécissent comme un élastique et ils s'en mêlent. Pour produire du fil à tricoter, 3 fils sont rassemblés sur un métier à tisser. En fait, ici, ça tourne dans un seul sens. C'est ça, Et là, ça tourne dans le sens inverse. ça part dans l'autre sens. Il faut 2 forces contraires pour étirer la laine. C'est exactement comme pour faire une corde. Voici donc le fil terminé. Si on le défait, on retrouve les 3 fils du départ. Dès qu'ils sont dénoués, ils ne peuvent s'empêcher de vouloir de nouveau s'en mêler. Ce que j'aime dans les produits textiles, c'est le bon sens avec lequel ils sont fabriqués. On ne fait qu'utiliser les propriétés naturelles des tissus. C'est la base de la fabrication de tout un tas de choses.
Les cordes, les vêtements, même pour construire les ponts suspendus, on utilise ces propriétés. Nous en avons un devant le moulin. Au temps de sa splendeur, le moulin de Cold Harbor employait plus d'une centaine de personnes. Les employés du moulin travaillaient des journées entières dans des conditions dangereuses et assourdissantes pour un salaire de misère. C'est à en devenir sourd. Il devait être insupportable de travailler ici pendant des heures. Dans le hall à tisser, c'est encore plus bruyant. C'est 400 décibels de plus. Habituellement, à cette époque, on employait des adultes pour le tissage. Mais dans un moulin comme ça, une grande partie du travail était réalisée par des gens très jeunes, non? Et aussi par des femmes. Surtout par des femmes. Essentiellement parce qu'elles étaient moins payées. Les femmes étaient une main-d'œuvre à bas prix. Ça devait sûrement perturber les enfants dans leur croissance. C'est insensé. Je suppose que les ouvriers devenaient sourds assez rapidement. C'est pas étonnant. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. C'est vraiment très intéressant de voir comment, à la fin de ce processus, les toisons sont transformées en laine. Oui. Ah, ces moutons, cette herbe verte, ces rayons de soleil. J'espère que ça vous a permis de voir comment les choses se passaient autrefois. L'industrie de la laine a non seulement permis à la région du Devon de s'enrichir, mais a aussi métamorphosé le paysage. Sur les landes du Dartmoor, où l'herbe pousse difficilement parmi les ajoncs et la bruyère, les fermiers développent de nouveaux pâturages pour leurs troupeaux, en utilisant une ancienne technique dite de swaling. C'est quoi exactement le swaling? C'est la technique du brûlis. On brûle l'ancienne végétation pour renouveler l'herbe. D'accord. Cette terre a été brûlée aussi? C'est exact. Vous voyez ces longues choses noires? Ce sont probablement des restes d'ajoncs calcinés. Le mot swaling vient d'un mot scandinave et de ling qui renvoie à l'ajon. Peut-être qu'un jour, un viking s'est rendu compte, en faisant du feu, que ça rendait la terre moins acide. Pendant des siècles, les fermiers ont réussi contre toute attente à maîtriser ce territoire sauvage. Alex, qui est archéologue de formation, est très curieux de découvrir ces paysages. Les landes du Dartmoor sont très intéressantes sur le plan géologique et géographique. Ces pierres ont été apportées ici et disposées en cercle il y a bien longtemps. Leur formation remonte à la préhistoire. Au centre du cercle se trouvait habituellement le foyer, qui était abrité par un toit en chaume en forme de cône, soutenu par des chevrons. Le toit était probablement construit avec des ajoncs ramassés sur la lande. Quelle vue fantastique! Cette rangée de pierres devait faire office de clôture pour que les gens puissent y garder leur bétail, leurs moutons et leurs vaches. C'est fascinant que ces pierres aient joué un rôle aussi important dans l'histoire du Dartmoor. Elles ont permis d'apprivoiser cette contrée sauvage où s'est développé un mode de vie particulier. La région du Dartmoor recèle la plus grande concentration de granit du sud de la Grande-Bretagne. Des générations entières de fermiers ont utilisé cette pierre pour construire leurs enclos. Alex est venu rencontrer Wilf Hutchins et son équipe de bâtisseurs. Salut Wilf. Salut Alex. Comment ça va? Content de vous voir. Ça va très bien. Salut les gars. Quelles sont les règles de base à observer pour construire avec du granit? Il faut surtout avoir l'œil pour repérer les bonnes pierres. Je vois. Ça s'acquiert seulement avec l'expérience. J'ai grandi dans une ferme de la région. J'ai donc commencé à jouer avec ces pierres en granit et, petit à petit, j'ai développé une capacité à repérer les pierres de forme particulière. Vraiment? Tout le monde est capable d'empiler des pierres les unes sur les autres. Mais ce qui ne s'apprend pas en 5 minutes, c'est comment les assembler de façon harmonieuse et que le tout soit bien solide. On n'apprend pas en 5 minutes. J'ai 60 ans et j'apprends encore. Ah oui? Bill et Jason se sont mis au travail. Est-ce que vous avez du travail à me refiler? Il y a largement de quoi t'occuper. Un travail sympa? Rejoins-les, tu verras.
Je crois que la pierre est un peu bancale. Un peu bancale, elle doit être stabilisée en plaçant une cale en dessous. J'aime le fait que vous preniez ces pierres telles quelles, à l'état brut. Elles n'ont pas besoin d'être jolies, mais fonctionnelles. C'est ça. C'est vraiment une façon géniale de construire. Attention. Combien de mètres par jour un bon bâtisseur de murs peut-il construire? Un pan de mur comme celui-ci. J'aimerais pouvoir dire 10 mètres par jour. 10 mètres. Dans le temps, le propriétaire rassemblait une équipe d'hommes pour poser les pierres. Les femmes se chargeaient d'apporter les pierres avec une brouette. Ah oui. Je n'ai pas réussi à convaincre ma femme. Vraiment. Bien, Comme ça? Je glisse une cale? fais attention à tes doigts. D'une région à l'autre, la nature de la pierre varie énormément. Comme ça, c'est pas un peu trop haut? Si, c'est trop. Selon la taille, la forme et la nature de la pierre utilisée, il est plus ou moins facile de construire un mur. Avec une pierre plate, tu n'as évidemment pas besoin de mettre une cale. Évidemment. Avec des pierres plus rondes, ce n'est qu'une question d'équilibre. J'imagine qu'à l'époque édouardienne, il n'y avait pas de consigne de sécurité. J'en doute. Faut en ajouter encore quelques-unes là-haut. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est du très beau boulot, les gars. Vraiment. Ok. Ça a même de l'allure. Tu n'as pas mal aux doigts? Si, j'ai les mains un peu râpées. Tu t'es bien débrouillé. J'ai les doigts écrasés. C'est rien de grave. C'était super. Une super journée. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. J'ai le sentiment d'avoir appris quelque chose. Je vais faire pareil dans mon jardin. Le mode d'élevage est resté inchangé pendant des siècles en raison des contraintes géographiques et géologiques de la région. Mais à partir du XXe siècle, une industrie nouvelle s'y est développée. Avec l'invention de l'automobile et le développement du rail, les Landes sont devenues plus accessibles aux touristes. Ivan Jones est l'heureux propriétaire d'une voiture. Il conduit Rupert Acton, propriétaire d'un terrain à Shropshire, venu passer ses vacances au Dartmoor en famille. Les voilà! Enfin! Rupert est curieux de rencontrer l'ancien propriétaire de la ferme. Coucou! Salut! Bonjour! Salut, Rousse. Incroyable! Mon Dieu, il ne manque pas d'allure. Bienvenue. Rupert marche sur les traces de ses ancêtres édouardiens qui venaient régulièrement dans le Devon en vacances. Ils furent parmi les premiers du comté à posséder une voiture. On dirait une sorte de monstre, non? C'est une automobile, madame. Oh, mille excuses. Une automobile, vraiment? C'est une Rolls-Royce Silver Ghost carrossée par Barker. Une Rolls comme ça valait environ 1100 livres de l'époque. Ok. Ce qui représentait une très grosse somme d'argent. C'était cher pour l'époque. Pour un fermier, ça représentait en gros 10 années de salaire, sans compter les 500 à 600 livres supplémentaires pour la carrosserie de Barker, en fonction des demandes particulières. C'est tout aussi joli à l'intérieur. Elle est vraiment silencieuse. Assis à l'arrière, on entend à peine le moteur. C'est vrai. Et on n'entend pas non plus le moteur au démarrage. Ruth, Alex et Peter ne peuvent résister à aller faire un tour dans cette voiture de rêve, même s'ils savent qu'ils ne pourront jamais s'en offrir une. Si je pouvais être quelqu'un de très riche et si je pouvais choisir mon époque, je vivrais à l'époque édouardienne. Forcément. Quelle est sa vitesse maximale, Ivan? Elle atteint les 100 km/h sans problème. Elle consomme combien? Dans les 20 à 25 litres au 100. 20 à 25 litres au 100? Étonnamment, les stations d'essence existaient déjà avant 1909. Il y en avait un peu partout dans cette région, parce que beaucoup de gens y venaient faire du tourisme, comme nous. Ça me fait penser aux affiches publicitaires de l'époque pour les voitures. Ouais. Oui, tu peux klaxonner au passage. À l'époque édouardienne, l'apparition de l'automobile a non seulement facilité l'accès des touristes à la campagne,
mais il a aussi permis aux plus riches de satisfaire leur goût pour le pique-nique. Chérie, tu devrais sortir la liqueur. Tu sais, le Pims. Qui veut du homard? Ils sont énormes. Regarde ces pinces. Un pique-nique de l'époque édouardienne était tout simplement quelque chose de fabuleux. Quand on y pense, on voit tout de suite Quoi? de la nourriture en abondance, sous un ciel bleu éclatant, dans un endroit merveilleux. Je suppose que le pique-nique édouardien le plus célèbre est celui décrit dans le livre pour enfants, Le vent dans les saules. Ratty énumère tout ce qui est dans le panier. La liste n'en finit pas. Inspiré par des auteurs comme Kenneth Grahame, le pique-nique édouardien faisait partie d'une vision romantique de la campagne anglaise. Un nombre croissant de personnes allaient à la campagne pour se détendre et pour échapper au bruit de la ville. La région du Dartmoor est ainsi devenue un endroit de plus en plus prisé. Vous avez vraiment choisi le jour idéal pour pique-niquer. Rupert est curieux de découvrir la lande. Avec Peter et Alex, il retrouve le guide Roger Paul. Où nous emmènes-tu aujourd'hui? Nous allons passer par là, D'accord. tout droit jusqu'à Cranmere Pool. Ok? Cet endroit se trouve dans une des zones les plus reculées du Dartmoor. Il n'y a rien à 15 km à la ronde et on est à 550 mètres d'altitude. On descend par ici. Il y a encore un peu d'eau dans ce coin, mais après, plus du tout. Alors, t'es pressé de faire cette randonnée? Et comment? Une bonne marche me fera pas de mal. Le chemin qui mène à Cranmere Pool est semé d'embûches. Il y a des petits fossés partout, ce qui fait qu'il est plus difficile d'avancer. La tourbe agit comme une sorte d'éponge gigantesque, absorbant plus de 2500 mm d'eau de pluie par an. Le sol est mouvant en quelque sorte. On s'enfonce vraiment dans cette tourbe. Vous vous imaginez ce que ça peut donner en hiver? Le sol est comme de la glu. Il faut qu'on s'arrête pour voir ça. Oui. C'est assez dangereux. En hiver, tu t'enliserais directement. Mais pour le moment, ça va? C'est sec? Quand tu commences à t'enliser, comment faut-il réagir pour pouvoir s'en sortir? Tu dois te mettre à quatre pattes. Vraiment? Si tu as un sac à dos sur toi, tu le mets devant toi et tu avances en rampant. D'accord. C'est clair? Il faut ramper. Espérons ne pas avoir à le faire. En réalité, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Bien sûr, l'autre solution, c'est de marcher derrière quelqu'un. Oui, J'ai bien remarqué ta tactique, Peter. oui, Zut! Sacré petit fossé. j'avais pas vu. Après une heure de marche, le groupe arrive finalement à Cranmere Pool. Une destination qui, jadis, constituait un défi, même pour le plus aventurier des randonneurs. On y est. Oui, nous sommes à Cranmere Pool. Voyons si on peut ouvrir cette boîte. Bien que l'eau ait disparu depuis bien longtemps, ce lieu perdu attire encore les visiteurs. C'est en 1854 que le jeu de la boîte aux lettres a pris naissance. Aujourd'hui, il est pratiqué dans le monde entier. À l'époque, les randonneurs auraient déposé une carte postale avec leur adresse ou celle d'un membre de leur famille. Ils s'attendaient à ce que quelqu'un d'autre passe par ici, prenne la carte et la poste. C'était la preuve que tu étais bienvenu ici. À cette époque, comme aujourd'hui encore, c'est l'un des endroits les plus perdus du Royaume-Uni. Voici le livre d'or. Vous devez le signer. D'accord. C'est un peu la preuve de votre passage? Le livre permet de vous identifier et voici le timbre. C'est la preuve que tu es venu jusque-là. Tu as bien quelques cartes postales sur toi, non? Montre-les-moi. On pourrait l'envoyer en route. Bonne idée. La preuve que nous n'avons pas passé l'après-midi au pub. On meurt de faim, envoie-nous des sandwichs. On devait attendre longtemps avant que quelqu'un ne poste la carte. Relativement peu de temps à mon avis. Si on regarde dans le livre, on peut voir qu'en 1905, année à laquelle le livre a été déposé pour la première fois dans la boîte, il y a eu entre 600 et 700 visiteurs. D'accord. En l'espace de 3 ans, le nombre de visiteurs est passé à 2000. On connaît le cas d'un Français qui a signé le livre la toute première année et qui a reçu sa carte postale en un temps record, à peine quelques mois plus tard. Bien, on y va. On la met là-dedans. Le prochain visiteur la postera. Espérons. Oui, Croisons les doigts. tu nous guides sur le chemin du retour ou pas?
Il va voir si on a appris quelque chose. Oui, je vais vous mettre à l'épreuve. Est-ce qu'il y a un raccourci? Le groupe va bientôt devoir retourner dans la vallée. Mais avant de partir, il lui reste une dernière chose à faire. À l'époque, après la saison de la tonte, c'était le début de la marée blanche au Dartmoor. Des centaines d'éleveurs de moutons de la vallée conduisaient leurs troupeaux dans les pâturages les plus hauts de la lande. Une tradition qui remontait au Moyen-Âge. Ici! Ici! Venez! Venez! Par l'intermédiaire de Kenny, Alex et Peter vont rencontrer Patrick Cocker, l'un des derniers fermiers à perpétuer la tradition. Ma famille a coutume de venir ici, et ce depuis 1850. Ah oui? Ça fait un bon bout de temps. Ma famille et moi tenons à garder cette tradition, mais malheureusement, nous sommes à peu près les seuls à le faire. Vraiment? Comme vous faites ça tous les ans, les moutons doivent connaître le chemin par cœur. Ils connaissent parfaitement la route. Dès qu'on arrive à ce chemin, ils continuent tout seuls. C'est leurs vacances d'été, en quelque sorte. Venez! Êtes-vous sûr que vos moutons vont bien supporter ces changements? C'est une grosse dépense d'énergie, cette transhumance vers la lande. Pas de problème. Et ils ne risquent pas de trop grossir. Oui, Ils resteront en bonne santé. d'accord. C'est essentiel. Ils deviennent plus fragiles si on ne les conduit pas tous les ans dans les pâturages. Et pendant ce temps, on peut faire autre chose, comme les foins et l'ensilage. Oui. Pendant cette période, les fermiers sont un peu plus tranquilles. Oui. Les moutons resteront sur les hauts plateaux du Dartmoor jusqu'à l'automne, puis retourneront dans la vallée. Après avoir mené les moutons dans les pâturages, il ne faut pas les oublier pour autant. Le berger doit bien évidemment passer un peu de temps avec son troupeau pour s'assurer qu'il s'adapte bien et qu'il n'arrive rien aux bêtes. C'est un endroit fabuleux. Il y a des splendides couchers de soleil, avec la lune qui brille sur ces grandes étendues de terre sauvage. Tandis que notre équipe s'affaire sur la lande, Ruth a décidé de préparer une tourte aux moutons, un plat traditionnel de l'ouest du pays. Les moutons se nourrissent également de l'herbe et des délicieuses petites plantes de la région. Cette végétation est très différente de celle de la vallée. C'est pourquoi leur chair a ce goût si particulier. À l'époque, faute d'arbres sur la lande, on faisait du feu avec de la tourbe sèche, une végétation partiellement pourrie qui s'est formée au cours des millénaires dans ces marécages. Aujourd'hui, il est interdit de prendre de la tourbe du Dartmoor. Celle-ci, nous l'avons apportée d'Écosse. Mais à l'époque édouardienne, on avait le droit. La nourriture cuisinée au feu de tourbe n'a pas le même goût que celle cuisinée au feu de bois. Les gens croient que l'arôme d'un plat vient seulement des ingrédients. Mais la tourbe compte aussi. J'aime l'odeur de la tourbe. Ça sent vraiment le whisky. Du moins, cet arôme de fumée qu'on obtient avec le whisky. Je vais faire de la pâtisserie. Mais ni avec du beurre, ni du lard, ni avec des matières grasses qu'on a l'habitude d'utiliser. Je vais utiliser de la crème fraîche épaisse, car elle absorbe les arômes. Si vous mettez dans votre frigo un pot de crème ouvert ou du lait dans un bol, ils absorberont les odeurs comme celles des oignons, de l'ail ou du citron. La crème fraîche absorbera aussi l'odeur de la tourbe. Les visiteurs de cette époque le savaient et se réjouissaient de pouvoir prendre un thé avec de la crème qui absorbait ainsi l'odeur de la tourbe sur laquelle ils avaient fait chauffer leur eau.
C'est absolument fabuleux. Vraiment. Voici une rangée de pierres qui devait marquer l'extrémité d'une ancienne route. Je suis presque sûr que ces pierres n'ont pas été placées comme ça par hasard. C'était un lieu sacré où on accomplissait des rituels. Évidemment, à cette époque, les gens s'imaginaient que tout un tas de choses surnaturelles se passaient ici. Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur du Chien des Baskerville, était connu pour ses vagabondages dans ces marécages. Il était passionné de sciences occultes. Il a écrit des centaines et des centaines de pages sur les démons et les pratiques des druides de la région. J'ai mélangé au mieux les herbes, l'assaisonnement et la crème, et je recouvre le tout avec. Dans les régions où on cuisine au feu de tourbe, on fait peu de viande grillée. Par contre, on trouve une grande quantité de plats mijotés, pot-au-feu, comme le ragoût irlandais, le genre de choses qu'on doit faire cuire pendant des heures. La cuisine est le reflet des particularités locales, de tel ou tel type d'élevage et du combustible utilisé. C'est super. C'est le reste de ta part. C'est un peu chaud. Quel coin fantastique. C'est le bout du monde. Je crois que cette rangée de pierres et cette pierre verticale sont les plus intéressantes. Vous vous souvenez de l'histoire de Conan Doyle? Le héros, Hugo de Baskerville, repère cette jeune fille dans le village. Il veut la posséder à lui seul. Il va donc l'enlever et l'enfermer dans une tour. Et pendant qu'il la tient prisonnière, il appelle tous ses amis pour faire une fête folle jusqu'à l'aube. Tout à coup, un de ses serviteurs vient l'interrompre et lui dit « Elle s'est échappée, elle s'est échappée !» Il saute sur son cheval et part au galop à travers la lande pour la retrouver. Évidemment, tous ses amis se disent « On ne peut pas le laisser tout seul, rattrapons-le !» Mais quand il le retrouve, il est trop tard. Il est à terre et un chien noir lui a sauté à la gorge. Le plus angoissant dans cette scène horrible, c'est qu'elle se déroule ici. Ruth, Oui? attelle tout de suite le poney. Je me tire d'ici. Ce lieu est hanté. Dans le prochain épisode, Il pleut des patates! en juin, c'est aussi la récolte des pommes de terre. L'équipe a appelé des renforts. Allez, allez les gars! Derrière toi. Mes chaussures sont pleines de boue. On doit avoir fini de tout ramasser avant le coucher du soleil. Et nos fermiers ont bien mérité un moment de détente à la plage. À la mode édouardienne. Venez, on y va.